Bonjour chers amis de Flandre, Flandre TV bien sûr. Alors nous sommes aujourd'hui à Godevarsveld. Juste quelques explications qui montrent la difficulté pour les toponymistes de bien comprendre ce que veut dire un nom de village, un nom de lieu. Godevarsveld, la seule chose qui soit sûre, c'est Veld. Veld, c'est le champ. Voilà, donc c'est un champ. Alors première explication, c'est le champ de Godevar, chef barbare, il s'appelait Godevar, hein, bon, et c'est sa propriété, le champ c'est sa propriété. Deuxième explication, eh bien c'est une explication, je dirais, qui a un regard avec les cultures. Godevar en flamand c'est aussi le millepertuis, donc ce serait le champ de millepertuis. Bon, alors il y a plusieurs explications, bien sûr, encore. Il y en a qui ont dit que c'était Godesvrede, donc la paix de Dieu. Bon, on ne sait pas. Et puis, pour ceux qui aiment bien l'explication par l'oral, par ce qu'on entend, par la phonétique, il y en a, eh bien, beaucoup d'habitants de Godevarsveld prononcent Hotsveld, Hotsveld, ce qui veut dire tout simplement le champ de Dieu. Voilà. Donc vous l'aurez compris, nous sommes en pleine nature et aussi sous la protection, peut-on dire, de l'abbaye trappiste du Mont des Cas, qui est à très peu de distance de là, à quelques centaines de mètres. C'est en 1870 que se développa de façon très intense l'activité douanière au niveau de la gare de Godevarsveld. Il y avait une ligne de chemin de fer qui s'en allait tranquillement franchir la frontière, qui s'en allait vers Popering. Et cette gare était très importante, en tout cas pour les voyageurs, parce que tous les voyageurs qui venaient de France, ou de Belgique d'ailleurs, savaient qu'ils allaient être arrêtés par des douaniers qui allaient les fouiller, hein, parce qu'il fallait s'acquitter de droits pour tout ce qu'on avait acheté dans le pays étranger. Voilà. Alors, peu à peu, l'activité de cette gare a décliné et donc l'activité des douaniers qui étaient installés, elle a décliné elle aussi. Aujourd'hui, il en subsiste à la place, à l'endroit précis où se situait la voie de chemin de fer, il en subsiste un sentier transfrontalier qui va de l'autre côté de la frontière et vous ne trouvez plus sur ce sentier pédestre de douaniers. C'est devenu une histoire du temps passé, comme on aime à les raconter. Bonjour Martial, je te serre pas la main. On peut pas. Non. Comment vas-tu ? Nous voici à présent dans les lieux même du musée qui est consacré à la douane, bien sûr, mais qui s'appelle fort justement Musée de la vie frontalière. Parce que nous étions sur la frontière, nous le sommes encore d'ailleurs, mais nous n'étions pas dans le royaume de France avant 1713. Et donc, vous voyez, la vie douanière, en quelque sorte, elle est relativement récente. Il y a d'ailleurs eu plusieurs bureaux de douane, il y en a eu un en haut du Mont des Cas, dont les locaux appartenaient aux moines trappistes, ça faisait une petite rentrée d'argent. Et puis après, il y a le bureau de douane là où se trouve l'ancienne gare. Bon. Et puis bien sûr à Calican, hein, évidemment. Bon, selon l'histoire. Alors nous sommes accueillis par Martial Vachmacher. Martial Vachmacher, c'est un Godevarsveldois pure souche. Tout à fait. Hein? Alors mon cher Martial, merci de nous accueillir. Je vois que tu es sous un excellent patronage. Hein? Eh oui, hein? un chien de fraudeur. Donc c'est, bon, il fallait le placer parce que c'est quand même un chien, un géant de procession d'abord. Donc il est fait pour être promené avec Henri le Douanier, qui est l'autre géant de Godevarsveld. Donc on voit un petit peu là les choses, mais ça fait partie de là. Bon, le problème, c'est que bien souvent, il est un peu difficile de promener les deux en même temps. Donc on a mis ce chien à l'entrée du musée, et parce que le chien était partie intégrante des fraudeurs quand même. Ici, c'est un musée moderne, hein, absolument pas poussiéreux, tout à fait à la page. Et dans cette pièce, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a les développements les plus récents des saisies douanières. Mais la douane prend un rôle extrêmement important en France, et pour la protection de plein de choses.
On voit ici, par exemple, tout ce qui est, suite à la Convention de Washington, la protection des espèces animales. Tous ces éléments ici ont été prêtés par la douane française, qui a des énormes stocks parce qu'ils saisissent beaucoup de choses. La drogue et les produits illicites, les choses archéologiques, l'archéologie, les œuvres d'art, l'ivoire dont on sait que c'est interdit. Et ça, c'est en pleine actualité en ce moment. Hein. Oui. La chasse aux chasseurs d'ivoire, si je puis dire. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et nous voici dans la salle qui représente l'aspect le plus peut-être pittoresque, en tout cas le plus traditionnellement connu de l'activité de la contrebande. Parce que la contrebande, c'est une activité dont vivent beaucoup de personnes. Hein. La fraude, c'était bien sûr une activité, bon, on va pas dire économique, parce qu'elle était cachée, mais ça permettait aux gens de faire leur fin de mois. Alors il y avait les fraudeurs quasiment professionnels, voilà. Et il y avait tous les fraudeurs occasionnels, un paquet de tabac qu'on négociait, bon, il y avait tout ça, quoi. Je vois là une tenue qui me fait penser à une fraude très ancienne qui se passait au temps de Charlemagne, où Charlemagne se plaignait au roi d'Angleterre que des pèlerins, avec leurs grandes robes, se déguisaient en moines pour aller à Rome, et puis sous leurs grandes robes, ils avaient aménagé tout un système de produits qu'ils passaient en fraude. Mais c'est vrai que sous ces soutanes, c'était très pratique. C'était très pratique. Planquer quelques paquets de tabac au plus grand. Hein. Ah, il y a une moto là, oui. Voilà. Il y a une moto. Et là, je suppose que c'est le réservoir démonté, et dans ce réservoir, on cachait des produits. Bien sûr, hein? Bien sûr. Plus classique, la poussette où on planquait dans les faux... Ah, la poussette, oui. Les faux fonds. Hein, bien sûr. Des tabacs ou d'autres... Oui, oui, oui. Le douanier et son chien, inséparables. Hein? Les douaniers se planquaient dans la campagne, dans ces lits, pour guetter le passage, parce que bien évidemment, il y avait une activité nocturne qui était assez active sur, voilà. sur la douane. Voilà. Là, ça permettait d'arrêter tous les véhicules qui passaient en force, donc cette fameuse herse, on mettait sur la route. Voilà la voiture de fraude saisie en 1910. Ça, c'est un document vraiment historique. Hein. Véritable char d'assaut, 1500 kilos de tabac. 1500 kilos. Ah, c'était pas des amateurs, là. Non, hein. C'était pas des amateurs. Ouais. Quand je pense que quand j'étais jeune, sur mon vélo, au retour, je me faisais arrêter parce que j'avais un pot de tabac dans mon sac de cycliste. On avait peur. Cher Martial, eh bien, cher Monsieur le Président, cher Monsieur l'adjoint au maire, il faut le dire. Hein, bon. Merci, oui, bien sûr. Il nous reste à te remercier grandement, hein, du fond du cœur, pour cette aimable visite. Ben écoute, ça a été avec un grand plaisir de te recevoir ici dans le musée de la ville frontalière. C'est l'occasion de se revoir, mais aussi de voir un petit peu ensemble des vieux souvenirs qu'on peut avoir ensemble, relatifs à la vie de la frontière et la vie qu'on a pu voir et qu'on connaît encore maintenant. Ouais. Encore, c'est vrai, oui. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute, avec un autre. Voilà Raoul.